Bonsoir. Donc ce soir, sujet l'endométriose. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet? Eh bien parce qu'en fait c'est un sujet qui est, alors je vais dire un mot qui peut choquer des personnes, mais qui en fait est assez simple à traiter en constellation familiale et systémique. Alors évidemment vous allez me dire, bah ouais, mais c'est quand même les personnes qui subissent ou qui souffrent d'endométriose, c'est quelque chose qui fait pas semblant, qui est très douloureux et qui, bah, certains traitements sont efficaces, d'autres le sont pas. Il y a des personnes qui ont de l'endométriose depuis l'adolescence. Et puis d'autres personnes, en fait, à qui ça va arriver à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Mais en fait, pour moi, il n'y a pas de hasard dans les maladies. En fait, est forcément conditionné par une origine émotionnelle. Alors en fait, que l'origine émotionnelle vienne de la personne directement, ça peut venir très bien de ce qu'elle est en train de vivre en ce moment ou de ce qu'elle a vécu récemment. Et puis ça peut venir aussi de ce qu'on appelle de son enfance. En fait, il peut très bien y avoir des conditionnements suite à des informations, en fait, suite à des ressentis qu'elle a eu pendant son enfance, et qui vont conditionner, qui vont, je dirais, préparer un terrain favorable à faire une endométriose plus tard à l'âge adulte. Et puis aussi, il peut y avoir des origines. Donc là, on va partir dans un autre domaine, c'est-à-dire que ce sont des origines euh, transgénérationnelles qui vont venir en fait des ancêtres. Donc là, on va plus travailler sur la psychogénéalogie. En fait, par rapport à l'endométriose, ce qui est intéressant de se poser comme question, c'est à quoi servent les cellules de l'endomètre, à quoi sert l'endomètre. Alors l'endomètre, c'est donc les cellules qui vont tapisser la paroi intérieure de l'utérus. Ce sont les cellules en fait qui vont accueillir l'embryon. Et donc en fait, à quoi ça va servir que le cerveau, l'organisme fasse en sorte qu'il y ait des cellules de l'endomètre qui se propagent, qui se créent en dehors de l'utérus. Parce que c'est exactement le phénomène qui se passe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard dans les maladies. Et si le cerveau va demander, va piloter en fait à ce qu'il y ait une création de cellules de l'endomètre en dehors de l'utérus, eh bien c'est que ça va correspondre exactement à un programme psychologique, à un programme psycho-émotionnel. Alors l'endométriose n'est pas du tout considérée comme une tumeur ou un cancer, c'est-à-dire que ce n'est pas une prolifération anarchique, entre grosses guillemets, parce que là c'est pareil, au niveau des cancers, ce n'est pas une prolifération anarchique de cellules, puisque c'est très très bien localisé sur un organe ou sur plusieurs organes, et ces cellules font en sorte que l'organe soit plus performant. Donc la question qu'il faut se poser, c'est une personne qui me consulte parce qu'elle a de l'endométriose, par exemple, depuis 3 4 ans, pourquoi est-ce que, en effet, elle va souffrir de cette pathologie? Alors, je vais lui poser des questions, c'est qu'est-ce qui se passe par exemple dans sa vie amoureuse, qu'est-ce qui peut bien se passer par rapport au fait qu'elle va être avec un conjoint, et puis est-ce qu'il n'y a pas un petit souci dans leur relation, est-ce qu'il n'y a pas un problème en fait où euh, par rapport au fait de pouvoir avoir un enfant ou de vouloir avoir un enfant, eh bien soit on n'est pas avec le bon partenaire, soit on n'est pas au bon endroit pour avoir l'enfant. En fait, la question à se poser, c'est est-ce que la personne, dans ses ressentis émotionnels, n'a pas ce doute, n'a pas cette contrariété. Et donc là, dans l'exemple que je vais vous suivre, que je vais vous donner ce soir, eh bien en fait, c'est très simple, c'est que la personne vit sur une ville dans un territoire d'outre-mer et son compagnon habite à Nantes. Et ce qui se passe, c'est que la contrariété, bah, c'est qu'en effet, elle souhaiterait faire sa vie avec cet homme, elle souhaiterait en effet avoir une vie de famille avec cet homme. L'un et l'autre n'ont pas d'enfants pour l'instant, ils ne sont pas mariés, ils ont juste une relation amoureuse en fait tous les deux depuis quelques années. Et donc, en fait, la contrariété, c'est, ben oui, mais moi, je voudrais être avec cet homme, mais en fait, je ne peux pas avoir d'enfant puisque on n'est pas tous les deux au même endroit. Et alors, ce qui est très fort, c'est que avec ce désir d'avoir un enfant, eh bien, en fait, elle est venue pendant 6 mois à Nantes vivre avec lui pour voir bah, déjà comment ça allait se passer. Donc, ça a été une excellente expérience pour eux, pour voir bah, si en effet ça matchait vraiment tous les deux, mais ce qui n'a pas empêché qu'elle avait toujours son endométriose. Et ce qui se passe en fait, c'est que dans la tête de cette personne, lorsqu'elle m'a consulté, donc je lui ai posé ces questions, et puis bah, quelque part, bah, ok, je lui dis, bah oui, mais c'est qu'en effet, en effet, tu souhaites avoir un enfant avec cet homme, mais physiquement, concrètement, tu peux pas l'avoir, puisque, ou en tout cas si, tu peux l'avoir, mais ce qui se passe, c'est que vous n'allez pas pouvoir l'élever ensemble, en fait, vous n'êtes pas au bon endroit tous les deux au bon moment. Et ça, elle en avait tout à fait conscience. Donc en fait, la séance a consisté à aller chercher chez elle, eh bien,
à libérer ces contrariétés, ces stress qu'elle pouvait ressentir dans le sens où il y avait ce sentiment, en effet, d'avoir un désir absolu d'enfant, mais que ce n'était pas possible avec lui. Et alors là où c'était assez fort, c'est que quelque part dans la relation qu'ils pouvaient avoir tous les deux, eh bien elle, c'était vraiment quelque part comme si c'était lui qui devait être le papa de ses enfants. C'est-à-dire que c'était pas un autre, c'était quasiment une injonction, comme quoi c'était lui qui habitait dans l'Hexagone, qui habitait en France métropolitaine, qui devait être le père de ses enfants. Et donc, comme c'est une femme qui habite dans les territoires d'outre-mer, eh bien, quelque part, il y a comme une prolongation au niveau du transgénérationnel. C'est-à-dire que à une certaine époque, dans son clan, dans sa famille, eh bien, quelque part, les femmes, si elles voulaient s'en sortir, si elles voulaient avoir une pérennité financière, si elles voulaient avoir quelque part une sécurité pour fonder un foyer, fonder une famille, eh bien, l'idéal, ça aurait été, à l'époque, eh bien, de pouvoir en effet faire sa vie, se marier avec un métropolitain, donc d'aller du coup vivre en France, de manière à pouvoir avoir une vie un peu plus épanouie peut-être, mais en tout cas qui puisse permettre vraiment d'avoir, euh, ça c'est dans l'image que se faisaient les gens à cette époque-là dans son clan, eh bien, c'est-à-dire de pouvoir avoir un meilleur rapport financier puisqu'il y avait plus de travail en France que dans les territoires d'outre-mer. Et donc la séance, en plus c'est une séance qu'on n'a pas du tout fait en présentiel ici à mon cabinet, c'est une séance en fait qu'on a fait en visio, donc qui a duré 1 heure. Ça consistait à la déprogrammer en fait de ces injonctions qu'il pouvait y avoir de la part des ancêtres, et ça consistait aussi en fait à elle-même à la déprogrammer de ce désir absolu d'avoir un enfant avec lui. Donc c'est parce que ce sont des conditionnements inconscients qui sont là, quoi. C'est-à-dire qu'elle aurait très bien pu avoir une relation amoureuse avec cet homme, mais sans forcément, surtout que ça ne faisait pas très très longtemps qu'ils se connaissaient, mais elle aurait très bien pu avoir une relation amoureuse avec cet homme et sans forcément avoir un besoin absolu que ce soit lui le père de ses enfants. Vous comprenez le truc, c'est que il y avait vraiment cette notion de, ben ouais, moi c'est besoin absolu d'avoir des enfants et avec cet homme. Donc en fait, elle s'est déprogrammée de ces conditionnements-là. Et donc quand on s'est eu 3-4 semaines plus tard au téléphone, donc là il s'est passé différentes choses du côté de sa vie, c'est-à-dire que lorsqu'elle a fait ses derniers examens, eh bien en fait, alors d'une part, elle n'avait plus de douleur au moment des règles, et d'autre part, au niveau de l'évolution de la prolifération des cellules à l'extérieur de l'utérus, eh bien en fait, ce qui se passait, c'est que ça s'était complètement stabilisé. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus du tout de prolifération. Donc, quelque part, on a agi directement sur des injonctions ancestrales, sur des programmations qui venaient d'autres femmes dans son clan, dans sa famille, et aussi sur elle, son désir d'avoir des enfants. Elle s'est libérée de tous ces conditionnements-là, ce qui fait que automatiquement, le cerveau qui pouvait envoyer l'information à l'organisme de produire plus de cellules d'endomètre en dehors de l'utérus, eh bien, le cerveau a dit stop. Alors, c'est de manière imagée que je dis ça, évidemment, parce que je vais pas vous dire, bah oui, mais c'est un influx nerveux, puisque du coup, au niveau des synapses, il y a eu moins de neurotransmetteurs. Non, je ne vais pas rentrer dans la technique de la transmission nerveuse par le cerveau et par des échanges d'hormones et de neurotransmetteurs. En fait, ça ne nous intéresse absolument pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est que la personne, enfin, ce qui m'intéresse moi, c'est que la personne ne soit plus en souffrance. Et donc, en fait, ça va être vraiment le mécanisme du cerveau qui, chaque partie de votre corps est connectée à un endroit de votre cerveau. Là, c'est pareil, c'est très imagé, mais pourtant c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que ce soit 1 mm² de ma peau ici ou 1 mm² de ma veine qui va être sous ma peau ici, tout ça, c'est raccordé au cerveau. Et donc, en fait, l'endomètre, les cellules de l'endomètre sont qui prolifèrent en fait en dehors de l'utérus, et bien en fait c'est le cerveau qui donne cet ordre à l'organisme de construire de l'endomètre en dehors de l'utérus. Alors j'ai une petite question de Annick. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un problème lié au nid lieu en effet. Ouais, c'est ça. Donc on peut parler de conflit de nid. Alors c'est par rapport à Claude Sabat et puis au docteur Hammer en fait, où il y a des termes qui sont employés. Conflit de nid. Alors nous, les humains, on ne vit pas dans des nids, on vit dans des maisons. Mais là, c'est plus le nid, en fait, là où on va élever et peut-être aussi, je dirais, procréer. Mais donc, c'est le lieu
où on va pouvoir élever, où on va vivre en fait. Ok. Donc dans ce premier exemple, en fait, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment, je dirais, euh, le schéma type, le scénario type d'une personne qui va subir une endométriose, c'est-à-dire, ok, je suis avec un partenaire, mais là, je ne suis pas au bon lieu, au bon endroit pour avoir un enfant. Autre exemple, une femme qui avait la trentaine, en fait, qui me consulte aussi pour l'endométriose, et puis, voilà, elle me raconte ce qui se passe dans sa vie. En fait, elle me dit, bah ouais, j'avais 35, elle avait la trentaine, 30-35 ans, pas d'enfant. Donc elle avait déjà eu des relations amoureuses, mais elle n'avait pas duré assez longtemps, et puis il n'y avait pas eu de projet d'enfant avec les anciennes relations amoureuses. Et puis elle me dit, bah, ce qu'il y a, c'est qu'un jour, en fait, on me présente on me présente un ami, et en fait, cette personne, mes parents connaissent cet homme, et en fait, ils l'apprécient beaucoup. Et il s'est dit, bah, c'est quelqu'un qui est gentil, voilà, qui est bel homme, ok, bah, je me dis, bah, voilà, elle laisse faire les choses, et puis elle se dit, bah, je vais entretenir une relation avec lui. Une jeune femme me dit, bah ouais, en fait, eh bien, je me suis mis en couple avec cet homme, mais j'avais pas de réel sentiment pour lui. C'est-à-dire que bah, c'est parce que j'avais quelque part, on s'entendait bien, on vivait de très belles choses ensemble, on a vécu de très 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 beaux événements, et puis en effet, il s'entendait très bien avec mes parents s'entendaient très bien avec lui. Mais en fait, il n'y avait pas ce sentiment amoureux. Et quelque part, eh bien, cet homme, oui, je voulais avoir des enfants, mais je ne voulais pas avoir d'enfants avec un homme dont je ne suis pas amoureuse. Donc là, du coup, si je reprends ta réflexion, Annick, eh bien, en effet, on ne parle pas de conflit de nid, là, on parle vraiment par rapport au partenaire. Et donc, c'est une deuxième cause possible de l'endométriose, c'est-à-dire que ça va être une femme qui a un besoin, qui a un désir d'enfant, qui va naître, en fait, quelque part, un désir d'enfant, elle va en ressentir le besoin. Et ce qui se passe, c'est que malheureusement, ça peut être dans son couple. Le premier exemple, c'était par rapport au lieu géographique. Ça pourrait très bien être une maison, ça pourrait très bien être un appartement, ça pourrait être un pays, ça pourrait être une ville. Eh bien, en fait, ne correspond pas à l'être idéal pour avoir cet enfant. En fait, il y a vraiment cette contrariété, cette contradiction entre le désir d'enfant et puis le fait que, eh bien là, dans ce deuxième exemple, en fait, c'est le partenaire ne correspond pas. Alors, c'est pas qu'il ne correspond pas, je dirais, physiquement ou moralement, non, c'est que la personne, en fait, se disait que mais ouais, mais je ne vais pas pouvoir faire ma vie, vivre toute ma vie et fonder une famille, avoir des enfants avec un homme dont je ne suis pas amoureuse. Donc il y avait cette contradiction, cette contrariété de vouloir avoir des enfants et en même temps de ne pas être avec le bon partenaire. Ça, c'est un deuxième exemple, donc qu'on va retrouver aussi très souvent pour des personnes qui ont de l'endométriose. Un troisième exemple que je vais vous donner aussi, eh bien, c'est celui d'une personne qui me consulte, donc toujours la même chose, endométriose, sauf que elle, son endométriose ne s'est pas déclenchée à 20 ans, 30 ans, 40 ans. Elle me dit, bah, moi j'ai l'endométriose depuis que je suis réglée, depuis qu'elle a 12, 13, 14 ans. En fait, ça lui est tombé dessus d'un seul coup. Et ce qui se passe, c'est que ça n'a pas été tout de suite diagnostiqué comme de l'endométriose parce que, eh bien, à cette époque-là, on lui disait, bah, écoute, t'es une fille, t'es une femme, voilà, tu vas devoir souffrir. Donc, elle avait vraiment des règles très, très, très douloureuses, mais ça n'avait pas du tout été étiqueté comme endométriose. Ce n'est que bien plus tard, après des examens, on lui a dit, bah oui, en effet, vous souffrez d'endométriose, mais bah, c'est parce qu'il y a eu des examens, parce que c'est vraiment les douleurs qu'elle pouvait avoir bah, se perpétuaient, quel qu'en soit son âge, quoi. Je regarde les questions. Alors, qu'en est-il pour les jeunes femmes célibataires qui n'ont pas de souhait d'enfant, mais qui souffrent malgré tout d'endométriose? Alors, peut-être que par ce troisième exemple-là, eh ben justement, je vais répondre à ta question. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, ma technique thérapeutique principale, c'est ce qu'on appelle des constellations familiales et systémiques. Alors, j'en organise en groupe de personnes, hein, j'essaie d'en organiser une fois par mois. Et puis autrement, j'en fais en individuel. Alors, en individuel, comment ça se passe? Et quel est le principe des constellations familiales et systémiques? Parce que faut que je vous explique, faut que je vous dise quand même en quoi consiste la technique pour que vous compreniez comment est-ce qu'on va chercher l'information. En fait, une personne qui vient me consulter pour une endométriose, voilà, elle me raconte quelques épisodes de sa vie. Je dirais, on fixe le cadre de sa vie, on fixe le cadre de la pathologie. Et en fait, ça va consister
à aller chercher une information émotionnelle. Ça va aller consister, non pas à aller chercher spécifiquement un événement, mais quels ont été les ressentis par rapport à cet événement. Et là, lorsque la personne me consulte et qu'elle me dit, bah, c'est depuis que j'ai l'âge de 14 ans, eh ben, je me dis, OK, en effet, là, cette personne-là, bah, ce n'est pas parce qu'elle a un désir profond d'avoir un enfant et parce qu'elle n'est pas au bon endroit ou parce qu'elle n'est pas avec le bon partenaire. On est d'accord, là, on va pas du tout aller chercher cette information-là. Par contre, on va soit plutôt aller chercher le rapport qu'elle a pu avoir avec ses parents, avec sa mère, ou bien alors si, déjà, dans les générations avant elle, parmi les femmes, s'il n'y a pas eu des femmes, en fait, quelque part, qui ont vécu ce traumatisme pour elles, où, en effet, j'aurais voulu avoir un enfant, mais je n'étais pas avec le bon partenaire, je n'étais pas au bon endroit, je n'étais pas, voilà, toutes les circonstances n'étaient pas réunies à mon goût pour avoir un enfant. Et donc, elle, comment ça se passe? Eh bien, en fait, en constellation, on fait ce qu'on appelle, on canalise. C'est-à-dire que ce soit moi ou que ce soit les personnes qui seront là en groupe lors de la constellation, eh bien, en fait, on va ressentir les émotions. On va ressentir les émotions dans notre corps, sur le plan émotionnel, évidemment, mais aussi on peut très bien avoir une envie de verbaliser, de dire les choses. Et là, pour cette personne, eh bien, en fait, c'était le rapport à sa mère. C'est-à-dire qu'elle avait une maman qui était vraiment très, très dure, qui était très, très stricte, qui était très, très exigeante envers elle. Et il y avait un rapport dans le couple où bah, papa, quelque part, il était plutôt effacé. Et bah, c'était quelqu'un qui était, qui, entre guillemets, bien sûr, puisqu'il n'y a pas de victime forcément, mais qui subissait maman, puisque maman, bah, certains vont dire qu'elle portait la culotte, mais c'est un vieux terme. Donc cette personne, en fait, quand elle était gamine, il y avait une sorte de dualité par rapport à sa mère, c'est-à-dire que la perception qu'elle avait de la relation de couple entre sa mère et son père, et la perception que, en tant qu'enfant, elle avait de sa mère, c'est-à-dire que sa mère, quelque part, comment dire, par rapport à elle, il y avait une dualité. C'est-à-dire qu'elle était tellement exigeante, tellement sévère envers sa fille, que sa fille, psychologiquement, inconsciemment, c'est-à-dire que là, du coup, c'est son enfant intérieur qui s'est programmé à ce moment-là, s'est dit, peut-être que je ne serai pas une bonne mère pour avoir un enfant. Alors, ça va vachement loin, c'est-à-dire que la personne qui me consulte n'en a pas conscience de ça, mais c'est son inconscient qui est programmé comme ça, et donc à l'âge de 14 ans, eh bien quelque part, elle-même, son utérus n'est pas apte à porter l'enfant, et donc il faut faire l'enfant en dehors du nid. Il faut faire l'enfant en dehors de là où il est censé être accueilli. Donc c'est ça qui est génial, c'est que du coup dans cette programmation inconsciente de l'endométriose, ça n'appartient pas en effet directement à la jeune femme, c'est son enfant intérieur qui s'exprime au travers, donc en fait je dirais le ressenti émotionnel de son enfant intérieur qui s'exprime au travers de la pathologie, au travers de l'endométriose. Et donc c'est ça qui est génial, c'est que en effet, son endométriose, ben, elle se déclenche à partir du moment où cette jeune fille, cette jeune femme devient mature. En fait, c'est le premier jour des règles, c'est-à-dire que c'est là, au moment où tu es une femme, où tu peux être fécondée, et bien que, non, non, tu ne feras pas l'enfant à l'intérieur de ton utérus, tu feras l'enfant à côté, puisque quelque part, l'injonction, là je vais parler d'injonction que transmet son enfant intérieur, c'est tu ne seras pas une bonne mère. Ça va vachement loin, quoi. Donc, quand une personne se libère de ses conditionnements émotionnels, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça va aussi non pas agir que sur l'endométriose, mais ça va aussi agir en fait sur toute sa psyché, c'est-à-dire qu'elle-même, son comportement va changer par rapport au fait d'avoir des enfants. Et ça va aussi changer tous les intérêts. Peut-être que c'est une personne qui, en même temps, eh bien, n'avait pas spécialement envie d'avoir d'enfants ou qui, quelque part, pouvait avoir aussi des difficultés avec les enfants. Mais ça peut aussi faire des personnes qui vont absolument avoir besoin de travailler avec des enfants, donc qui vont vouloir travailler en maternelle, dans des écoles, dans des centres aérés, etc., etc. Mais en fait, c'est conditionné ici par leur enfant intérieur. Ouais, l'endométriose peut-elle venir d'un traumatisme vécu pendant l'enfance? En fait, la question est bonne, c'est peut-elle venir? Eh bien, je dirais tout est ouvert, toutes les hypothèses sont possibles, hein. C'est-à-dire qu'il ne faut pas fermer le truc. Ce n'est pas parce qu'une personne aura vécu un traumatisme pendant l'enfance qu'elle fera de l'endométriose. Non, c'est vraiment propre à chaque personne. C'est
un événement est ressenti de manière complètement différente d'une personne à l'autre. C'est ça qu'il faut voir. Et quand on est enfant, quand les enfants sont là, eh bien c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que par rapport à l'exemple que je viens de vous citer, une femme qui aurait été enfant euh, élevée par une maman très sévère, très dure, très exigeante, eh bien aurait très bien pu ne pas avoir ce même ressenti. Et au contraire, peut-être être une femme qui se dit, ben, moi, en fait, quand je serai maman, eh bien, je ne serai pas du tout comme ma maman, je serai quelqu'un qui serait, je serai une très bonne maman, et puis je serai une maman qui laissera faire à ses enfants tout ce qu'ils veulent, parce que les enfants n'ont pas besoin d'être autant brimés que moi, j'ai pu être brimé et bridé quelque part pendant mon enfance. Vraiment, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que par rapport à l'endométriose, mais à toutes les pathologies d'une manière générale, comme elles ont toutes une origine émotionnelle, eh bien, ça dépend vraiment de la façon dont on perçoit les choses, dont on va percevoir sa vie, et aussi de la façon dont on a pu percevoir ses parents ou l'environnement dans lequel on a évolué quand on était enfant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce type de pathologie peut être aussi conditionné par le fait que si maman euh, a eu a fait une fausse couche ou a fait une IVG avant que la personne naisse, eh bien, ça peut parfois, je dis bien pas tout le temps, mais parfois conditionner de l'endométriose. Pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a, quand vous naissez, voilà, vous êtes né, admettons, nous sommes le, je sais même pas la date, mais on est le 17 mars. Vous allez me dire, aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je suis né le 17 mars et je suis l'aîné de la fratrie. Ok, super. J'ai 30 ans, je suis l'aîné de la fratrie, et puis, admettons, j'ai de l'endométriose. Ok, ça marche, pas de problème. Et puis la personne me dit, bah ouais, en fait, avant que je naisse, ma mère a été obligée de faire une IVG pour des raisons X ou Y. Voilà, il y a eu un problème de pathologie ou autre, et donc elle est obligée de faire une IVG. Eh bien, ce qui se passe en fait, c'est qu'il va y avoir cette mémoire d'enfant euh, qui n'aura pas pu naître. Cet enfant qui sera parti, en fait, restera en mémoire, je dirais, inconsciente. C'est comme s'il y avait un petit inconscient collectif qui se crée à ce moment-là. Ce qui fait que l'enfant qui va naître après, en fait, l'ovule qui va être fécondé par spermatozoïde et donc qui vont faire un embryon, un fœtus, et donc ils vont faire un enfant pendant, euh, la maman sera enceinte pendant 9 mois, et bien en fait, cet enfant saura inconsciemment qu'avant lui, il y a un enfant en effet qui est décédé, qui n'a pas pu vivre. Et donc là, c'est pareil, il peut y avoir une transmission d'un stress par rapport à ça. Je ne dis pas, c'est pareil, je ne fais pas d'un cas une généralité, mais ça fait partie des choses qu'on peut retrouver, c'est-à-dire que le stress ressenti par cet enfant qui a disparu, qui n'a pas pu vivre, eh bien en fait, c'est l'enfant qui naît qui va le porter. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est pareil, c'est une sorte d'injonction qui va se créer, c'est est-ce qu'il n'y a pas du danger pour l'enfant qui doit naître? Est-ce qu'il n'y a pas, en fait, si, quelque part si, parce que cette information, c'est il y a un enfant qui est décédé. C'est ce qu'on appelle des mémoires d'IVG. Ça peut être aussi des mémoires, peut-être de fausses couches, mais il y a beaucoup de fausses couches en fait qui ont lieu et les mamans ne se rendent pas forcément compte, hein, parce que voilà, il peut y avoir une fécondation, ça dure 3 à 4 jours, peut-être une semaine. Il y a les règles qui arrivent et en fait, voilà, l'ovule fécondé va partir en même temps que les règles, on se rend compte de rien. Mais il y aura quand même eu une fausse couche énergétiquement l'être vivant aura été là pendant quelques jours, quelques heures. Et donc, en fait, c'est par rapport à cette mémoire d'IVG, c'est il y a danger pour l'enfant que je porte, il y a danger, il y a risque que l'enfant que je porte décède. Et donc, cette femme-là qui va naître suite à une IVG peut très bien porter cette information et déclencher de l'endométriose. Donc, ça ne viendra pas du tout par rapport à un conflit du lieu, par rapport à son enfance, par rapport à un conflit du partenaire. Ça sera conditionné parce que sa mère, en effet, aurait eu une IVG auparavant. Alors, si l'endométriose peut provenir de l'inconscient, comment peut-on libérer cela? Par quelle thérapie, hypnose, acupuncture? Avez-vous des conseils? Merci. Donc, Laetitia, je pense que tu prends en cours le truc, mais merci de me poser la question, je vais répondre. En fait, ce qu'il y a, c'est que quand on a notion de ce que je suis en train de vous dire ce soir, ok, il y a Grégory qui nous a dit, ok, j'ai une endométriose. Donc, il peut y avoir différents facteurs qui ont programmé cette endométriose. Elle n'arrive pas par hasard. Partenaire, le lieu, l'enfant intérieur, donc là du coup ça va être vraiment au niveau de l'inconscient. Et puis mémoire d'IVG, mémoire ancestrale. Alors moi je te dirais là, Laetitia, en fait, quelqu'un qui me consulte aujourd'hui avec les constellations familiales,
il n'y a pas de limite. Moi, que ce soit un ancêtre qui soit décédé il y a 100 ans, 200 ans, et la personne en fait est en loyauté avec cet ancêtre, eh bien ok, on va déprogrammer la personne par rapport à cette loyauté, quelle que soit l'origine. Dans les constellations, il n'y a pas de limite. Vous avez certaines techniques d'hypnose aussi, qui sont des hypnoses régressives, qui vont pouvoir aller chercher tout ça. Donc là, du coup, c'est directement la personne qui fait son hypnose régressive et qui va, alors, je n'ai pas testé ce type de thérapie. Je ne sais pas si elle va ressentir de nouveau le traumatisme, le stress ou autre, mais en tout cas, elle va mettre en lumière le non-dit émotionnel et s'en libérer. Parce qu'en fait, le fait de prendre conscience et de libérer le non-dit, ça va déprogrammer la personne, comme pour toutes les autres pathologies en fait. Moi après, bah, je consulte. Alors, l'acupuncture, je pense que ça peut calmer les douleurs d'endométriose, mais ça ne va pas, à mon avis. Je suis pas spécialiste de l'acupuncture, moi je fais de l'acupressure, la digipuncture, donc c'est différent. Et donc l'acupuncture, je pense, va pouvoir sûrement diminuer les symptômes, mais est-ce que l'acupuncture est assez puissante pour aller déprogrammer l'inconscient de la personne ou aller chercher une information ancestrale? Là, je pense pas. Hein. Et donc moi je consulte en visio, en Facebook Live, enfin pas en Facebook Live, mais sur Messenger, Skype ou autre, et autrement en présentiel. En fait, ce qui se passe, c'est que vous avez beaucoup de pathologies qui vont être caractérisées, alors pas forcément des maladies génétiques, mais on va dire de maladies auto-immunes. On va parler de maladies, ben ouais, en fait, voilà, on parler de maladies génétiques, mais en effet, il y a des personnes qui vont dire, bah ouais, ça fait 3 ou 4 générations que les hommes ou les femmes ont plus de risques d'avoir telle ou telle pathologie. Voilà, du coup, on va pas du tout travailler au niveau de l'inconscient, on va vraiment travailler sur ce phénomène. Ça s'appelle, donc on appelle ça des champs morphiques, mais c'est vraiment une transmission de mémoire, c'est une transmission d'informations qui se fait soit de génération en génération, ou bien ça peut très bien sauter 1 ou 2 générations, et puis d'un seul coup, voilà, il y a une personne qui, qui exprime une certaine pathologie, qui exprime aussi des fois des troubles du comportement, mais qui en fait sont conditionnés par des traumatismes qu'ont pu vivre des ancêtres. Alors je vais sortir du sujet, mais pour vous illustrer ça, pour vous dire que c'est pas moi qui est en train d'inventer les choses, vous avez un chirurgien qui s'appelle Ghislain Devreud, qui est chirurgien vraiment spécialisé dans tout ce qui est. Donc c'est un exemple que je reprends quasiment à chaque fois parce que bah, quelque part il faut donner Moi ce que je vous dis, vous me croyez pas en fait, peu importe. Mais voilà, il y a quand même pas mal de médecins, de thérapeutes qui ont écrit des bouquins et qui relatent de leurs expériences. Donc Ghislain Devreud, lui, il est québécois ou canadien. En fait, il est vraiment spécialisé dans toute la sphère côlon, sphère digestive, vraiment la fin de l'appareil digestif. Et donc, ils sont en plein hiver. Et puis, en fait, ce qui se passe, c'est qu'un jour, il est appelé parce qu'il y a une petite fille qui, en fait, faisait du vélo, voilà, c'était gelé, et elle s'est empalée une tige métallique entre le vagin et l'anus. Les pompiers avaient rien pour découper la tige métallique, et donc, ils l'ont désincarcérée. Et là, elle est aux urgences, elle est sur la table d'opération, et donc, ils attendent le chirurgien spécialiste bah, pour voir ce qu'il peut faire au niveau de la chirurgie et voir s'il n'y a pas d'hémorragie avec cette petite. Elle a 9-10 ans à peu près. Et donc, il arrive, et ce qui se passe, c'est que après examen, après observation, aucun organe vital, aucune artère, aucune veine n'a été sectionnée. Et pourtant, vraiment, la tige métallique est remontée, elle a frôlé le cœur, elle est arrivée presque vers le foie, et aucun organe vital n'a été touché. Donc lui, bah, il fait ce qu'il a à faire, il fait ses sutures, il nettoie, traitement antibiotique. 3 semaines plus tard, il consulte la petite fille avec sa maman bah, pour voir comment va la petite fille, comment ça évolue, etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que la petite fille, elle a pété le feu. Par contre, la mère, elle était super stressée. Alors, elle pose des questions à la mère parce que c'est Ghislain Devreud, il n'est pas que chirurgien spécialisé dans la sphère intestinale, il s'est aussi intéressé à tout ce qui est hypnothérapie parce que lui, il a observé quand même que beaucoup des personnes qui pouvaient le consulter, eh bien, il en a déduit que généralement, des personnes qui vont avoir des côlons irritables, qui vont avoir des gros problèmes de constipation, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ne vont jamais à la selle, eh bien, il y avait une origine psycho-émotionnelle à ce qui se passait à l'intérieur de leur organisme. Donc, il discute avec la maman, puis la maman lui dit, ben ouais, en fait, moi, quand j'avais à peu près le même âge, eh bien, je me suis empalé sur la selle de mon vélo. Ah, ok, bon, note. Et puis, il continue de questionner la maman, et puis, en fait, la maman lui dit, ben ouais, mais ma mère et ma grand-mère, donc l'arrière-grand-mère de la petite fille, ont subi
des violences sexuelles, ont subi des attouchements sexuels quand elles avaient à peu près le même âge que la gamine qui est là. Et donc, grâce à cet exemple-là, eh bien, on voit bien que ce n'est pas une maladie génétique dont on parle là, mais par contre, c'est une information, c'est-à-dire qu'il y a un ancêtre qui a vécu un traumatisme, une énorme contrariété, et en fait, quelque part, dans leur chemin de vie, dans leur scénario de vie, pour cet exemple-ci, des femmes qui euh, suivent cette arrière-grand-mère, eh bien, il y a une sorte d'anniversaire au niveau des dates, c'est-à-dire que vers 9-10 ans, toutes les femmes doivent subir quelque chose au niveau sexuel. Et donc là, la petite fille a vraiment failli y passer. Et ce qui se passe, c'est que ce qui est intéressant, c'est que lorsque, par exemple, quelqu'un qui me consulterait pour ce même type de problème, où en effet, elle va me dire, bah oui, mais en fait, voilà, je sais qu'il y a des personnes qui ont subi des attouchements sexuels, des agressions sexuelles, et puis j'ai eu des enfants, et j'ai peur que ce soit transmis aussi à mes filles, par exemple. Eh bien, le fait d'aller chercher vraiment l'origine, vraiment quel est l'ancêtre qui a vécu une souffrance, qui a vécu un énorme stress, de le mettre en lumière, de le porter à la conscience, eh bien, ça va déprogrammer tout le reste du clan, tout le reste en fait, pas des successeurs, mais euh, des, des descendants de l'ancêtre. Cherchez mes mots. Bonsoir, comment on diagnostique cette maladie? Alors personnellement, je ne suis pas médecin. Moi, je suis thérapeute spécialisé dans tout ce qui est décodage biologique des maladies et puis gestion des émotions. Donc en fait, bah, ça va se caractériser par d'énormes douleurs au niveau des ovaires, au niveau de l'utérus. Et c'est vraiment comme d'énormes crampes. Et il y a des personnes, en fait, du jour au lendemain, il y a une dame qui m'a dit un jour, mais c'est comme si on m'avait enfoncé un poignard dans le ventre, quoi. Tellement ça a été douloureux. Premier symptôme de son endométriose, quoi. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de par les douleurs, et puis il doit y avoir aussi des règles qui soient quand même très 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 abondantes, hein, plus abondantes que la normale. Mais ça, il faut voir ça avec votre médecin, ou vous allez voir sur Google, vous tapez diagnostic endométriose, et là vous aurez toutes les réponses. Ok, alors, si ma mère n'avait médicalement, ah oui, pas le droit d'avoir un deuxième enfant, risque de complications médicales, et que je suis arrivé tout de même, et très rapidement, et aucune complication médicale pour ma mère, ok? Cela peut inconsciemment jouer d'une endométriose chez moi dès le début de mes règles. Donc Anaïs, ben voilà, je pense que tu as compris le truc. À mon avis, oui. Par rapport à ce que tu me dis, tu comprends, là c'est ta mère, c'est en effet, je, euh, si je porte un enfant dans mon utérus, peut-être que je risque de mourir. Parce que c'était ça en fait le sous-entendu pour ta mère, c'est je n'ai pas le droit d'avoir un deuxième enfant. Ou alors, bah, peut-être que si j'ai un deuxième enfant, cet enfant sera handicapé ou cet enfant sera bah, peut-être qu'il ne pourra pas vivre parce que mon utérus n'est pas prêt. Après, je ne sais pas quelle était la pathologie de ta mère ou en tout cas quelles étaient les problématiques de ta mère, mais c'est ça le truc. Donc en effet, on peut supposer que là, enfin, si tu me consultes, en fait, bah, on va aller voir, ok, chez ta mère, quel a été son ressenti émotionnel, c'est quoi? Et si ça se trouve, c'est vraiment bah, une trouille pas possible d'avoir un enfant. Et est-ce que quand elle a été enceinte de toi, évidemment, elle t'a gardé, et super qu'elle t'ait gardé, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment, ça peut être vraiment juste l'espace d'une minute, de 30 secondes, où elle s'est dit, eh ouais, mais est-ce que je dois porter cet enfant? Est-ce que ça serait pas mieux, en effet, bah, tu vois, enfin, là j'extrapole, mais si je voulais avoir un deuxième enfant, est-ce qu'il faudrait pas plutôt qu'il soit ailleurs que dans mon utérus? En fait, en jouant cette information-là. Et donc pour toi, bah, pour que tu aies dès tes règles de l'endométriose, ben, en effet, tu vois, l'exemple que je disais tout à l'heure, c'est là du coup, ce n'est pas ta propre perception à toi quand tu étais enfant, encore que, encore que, encore que, pourquoi je dis encore que? Parce que imaginons que avant tes 12 ans, ta maman t'ait dit, ben oui, je suis tombée enceinte de toi, mais normalement, je n'aurais pas dû avoir de deuxième enfant. Je n'étais pas capable d'avoir un deuxième enfant. Et peut-être que toi, quand tu étais enfant, eh bien, tu as pris cette information que t'a donnée ta mère pour argent comptant. C'est-à-dire que tu t'es approprié cette information. Donc, je parle d'information parce que c'est une information. Là, c'est pas un événement, c'est une information. C'est ah ok, maman m'a dit qu'elle n'aurait pas dû avoir de deuxième enfant. Elle n'était pas capable. Pour sa santé, peut-être pour sa survie, elle n'aurait pas dû avoir de deuxième enfant.
Et peut-être que l'enfant que tu étais s'est approprié ça et s'est dit, ah ben moi alors c'est pareil, je ne pourrais pas porter d'enfant. C'est une hypothèse, mais pour que tu aies de l'endométriose là à partir de 12 ans, ben, je pense qu'il y a des choses à aller chercher là-dessous, c'est-à-dire ressenti émotionnel de ta mère, est-ce que c'est toi qui as pris ça? Ou bien non, c'est vraiment l'énergie portée par le traumatisme de ta maman qui peut-être, elle voulait avoir 2 enfants, 3 enfants, 4 enfants, peut-être qu'elle voulait avoir une famille nombreuse, et pour elle, ça a été vraiment le coup de massue d'apprendre qu'elle ne pourrait pas avoir de deuxième enfant. Hein. Et souvent, c'est quand même un traumatisme, quoi. Ça a été assez fort, et toi, du coup, tu portes ça. Bonsoir, comment fait-on si on n'est pas au courant de ces informations au sujet des ancêtres? Merci d'avance. En constellation, en fait, on n'est pas obligé de savoir qui a souffert, qui a vécu quoi, comment, à quelle date. Je veux son prénom, je veux son nom, je veux. En fait, on s'en fiche complètement. L'information est là. On va aller la chercher. C'est-à-dire que c'est comme si on scannait. Ok, tu as de l'endométriose. Ok, alors raconte-moi ta vie. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Depuis quand? Depuis quand tu as de l'endométriose? Première chose. Tu as des enfants. Voilà. On va aller chercher tout ça. Quelle a été ton enfance? Ok. Et puis en fait, imaginons demain, tu viens à une constellation familiale de groupe, tu me dis, bah ouais, moi j'ai de l'endométriose, voilà, bah, je veux pouvoir avoir une vie normale, pouvoir avoir des enfants, et je veux ne plus vivre avec des douleurs, avec de la souffrance, ok. Et bien en constellation de groupe, admettons, on est une petite dizaine, tu viens de constellation, on est une petite dizaine, ok, et bien je vais te demander, est-ce que tu me choisisses une personne qui va t'incarner toi, ok? Voilà, au hasard, mais il n'y a pas de hasard, tu vas choisir une personne qui va t'incarner, puis tu vas la positionner dans la pièce, au milieu du cercle, conforme à la dizaine de personnes. Et puis je vais te demander de choisir une personne qui va incarner tes cellules endométriales qui sont en dehors de l'utérus. OK? Et on demande à chaque fois aux personnes d'écouter leur ressenti émotionnel, physique, corporel. Je vais demander à une personne euh, bah, d'incarner ta mère, d'incarner un ancêtre, une ancêtre. On ne sait pas qui c'est. Ça peut être ta grand-mère, ton arrière-grand-mère, ton arrière-arrière, etc., etc., etc. Et puis on va demander à une personne d'incarner l'origine émotionnelle de l'endométriose. Et alors là, il va se passer un truc, cette personne, quelle que soit la personne, là vous êtes 66, on serait 66 à faire la constellation, eh bien, je vous mets au pari que, quelle que soit la personne qui est choisie, qui va incarner l'origine émotionnelle de l'endométriose, elle va venir se coller sur la personne qui est à l'origine du ressenti émotionnel de l'endométriose. Mais ça match à chaque fois. Donc du coup, on va savoir. Alors, imaginons que ce soit l'ancêtre, ok? Bah, si c'est l'ancêtre, très bien. Après, que ce soit 5 générations au-dessus, ça ne regarde pas en fait. Hein, on sait que c'est cet ancêtre. Donc là, du coup, va s'entraîner tout un échange, des verbalisations. Les gens vont dire ce qu'ils ressentent. Qu'est-ce qui se passe? Et là, du coup, la personne qui va jouer le rôle de l'ancêtre, ou de la grand-mère, ou de la mère, en fait, tout simplement, hein, et bien en fait, elle va dire, bah oui, mais j'étais triste, j'étais pas bien parce que bah, j'étais avec un soldat qui est parti au front, admettons, c'est pendant la guerre 14-18. Et puis, bah, elle voulait avoir un enfant avec cet homme, et cet homme est décédé sur le front. C'est des histoires comme ça. Alors vous allez me dire, bah, comment elle fait pour savoir si c'était sur le front de la guerre 14-18? Pour certaines personnes, en fait, les informations, elles viennent, c'est super fluide. Pour d'autres, non, c'est pas, ça vient pas comme ça. D'ailleurs, la plupart, on n'a pas accès à autant d'informations, mais c'est pas grave. On est là uniquement pour travailler sur l'endométriose. On n'est pas là pour savoir, en effet, s'il est décédé avec une balle dans le dos, dans le crâne ou autre. On s'en fiche, ok? Le fait de mettre en lumière, de mettre de la conscience sur les non-dits émotionnels vont déprogrammer la personne qui souffre d'endométriose. On peut faire ça avec toutes les pathologies. Là, ce soir, c'est l'endométriose. On peut faire ça avec toutes les pathologies. Et la personne, du coup, qui va incarner les cellules qui sont à l'extérieur de l'utérus, eh bien, petit à petit, autant elle pouvait être là en début de la constellation, qu'à un moment, elle va dire, ben, moi, j'ai plus rien à faire ici. Elle s'efface. Elle va quitter la scène. En fait, il faut le vivre, quoi. Mais c'est pareil, hein. Vous n'êtes pas obligé de me croire. On va dire qu'il y a une poubelle virtuelle là, c'est là. Ok, là on va dire qu'il y a une poubelle virtuelle. Vous ne me croyez pas, bah, vous mettez ça à la poubelle. Par contre, si vous vous donnez, comment dire,
le droit de croire ce que je vous raconte, bah, franchement, allez participer à des constellations, euh, allez voir ce qui se passe. Ce qui est génial, c'est que ça permet d'écouter vos ressentis, de ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties de votre vie, parce que vous pouvez très bien sentir un amour infini pour une personne, chose que vous n'aurez jamais ressentie de toute votre vie. De la colère, comme c'est pas possible pour une personne, envie de frapper quelqu'un, vous ne le ferez pas évidemment, mais une colère infinie pour quelqu'un, chose que vous n'aurez jamais ressentie de votre vie. Des peurs, des tristesses, bref. On est vraiment vivant dans les constellations familiales en groupe. Vivant, bah, je dis vivant, ouais, parce qu'on est connecté à des émotions qui ne sont pas forcément les nôtres, mais du coup, on se découvre soi-même et ça permet aussi vraiment de travailler son lâcher prise. C'est-à-dire que ben, je suis pas du tout dans le mental, non, non, je suis en train d'écouter ce que je ressens par rapport à telle personne, par rapport à telle personne. Et donc, par rapport à l'endométriose ou d'autres pathologies, bah, ce qui est génial, c'est qu'on peut aussi consteller un organe, on peut consteller une cellule et savoir ce que cette cellule a à dire. Moi, je sais qu'en constellation en individuel, par rapport à de l'endométriose, lorsque j'incarne un utérus, eh ben, je sais qu'au départ, l'utérus, en fait, il est en stress, il y a une peur au niveau de l'utérus. Début de la constelle, il est en stress, il est en peur. La personne se libère, évacue des mémoires émotionnelles, des stress, des peurs, des rancunes, bref, différentes choses qui programment l'utérus, qui programment les cellules de l'endomètre. Et puis à la fin de la constelle, ah ben non, bah, même là, je fais le geste, mais je re-respire, quoi. Je suis plus du tout en stress, je suis plus du tout contracté, je suis plus du tout dans. Non, non, c'est. Ah, bah là, c'est bon, quoi. En fait, c'est-à-dire que j'incarne l'énergie émotionnelle de l'organe. Avant, pendant, après. Et on voit quelle est l'évolution. Donc, ouais, Aurélie, Aurélie, alors attends, j'ai peut-être raté des questions. Alors, enfin, ok. Perso, j'ai une endométriose diaphragmatique rare que représente le diaphragme symboliquement, émotionnellement. J'ai pas la réponse à ta question. En fait, je suis pas une encyclopédie. Euh, je pourrais te, ok, c'est génie. Bah, je te communiquerai ça après bah, sur Messenger. Je t'enverrai un petit message, toc, bah voilà. Je te donnerai en fait des infos. Et en effet, c'est symboliquement, ok? Ce qu'il y a, c'est que ça va te donner une information qui va te parler ou pas. Donc, il y a forcément du vrai. Peut-être que c'est exact, peut-être que ça va matcher, que ça va être exactement ça le conflit émotionnel que tu es en train de vivre ou que tu as vécu. Peut-être. Mais si c'est pas ça, ben en fait, c'est pas grave. En séance, ça va ressortir. On va savoir ce qui s'est passé. On va savoir ce que tu ressens. Ok? Mais voilà, je dirais que tout ce qui est dictionnaire de décodage biologique des maladies, en fait, ça donne une première approche, une première information. Après, c'est propre à chaque personne, c'est-à-dire que dans un conflit émotionnel, il peut y avoir du stress, il peut y avoir des colères qui soient rajoutées dessus, et généralement, les colères, ça vient vraiment tout verrouiller, quoi. Alors, je pense à un truc, c'est ce qui est intéressant, c'est s'il y en a parmi vous ce soir qui ont de l'endométriose, alors attention, là j'ai le sourire qui vient parce que j'en entends déjà dire, ah oui, c'est moi. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont souvent la gorge sèche et la bouche sèche? C'est-à-dire que vous êtes là, vous ne pouvez pas aller à un rendez-vous sans avoir votre petite gourde, votre petite bouteille d'eau et boire 3-4 gorgées. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont comme ça? Si c'est oui, rien de grave, si ce n'est que, en fait, euh, cette soif, cette sécheresse buccale que vous avez, c'est pareil, ce sont des symptômes par rapport à ce qu'on appelle la rétention d'eau. C'est-à-dire que vous avez les canaux collecteurs des reins qui font en sorte de moins laisser passer d'urine et donc votre cerveau fait en sorte que vous gardiez votre eau. Donc peut-être que vous faites partie des personnes, bah, en fait ça peut se voir, peut-être qu'il y en a parmi vous bah, qui vont me dire bah ouais je suis un peu en surpoids, ouais mais en fait c'est que de la flotte quoi. On peut être un petit peu gonflé, c'est que de l'eau. Alors après c'est pareil, des personnes qui vont plutôt être sveltes et minces, ça peut se voir ici au niveau des poignets, au niveau des chevilles, en fait c'est un petit peu plus gonflé quoi, vous voyez. Et donc en fait ce qui se passe c'est que les blocages des canaux collecteurs des reins vont amplifier tous les symptômes des pathologies. Et donc le fait d'avoir cette sensation de soif, cette sensation de bouche sèche, gorge sèche, ce qui se passe, c'est que ça va amplifier tous les symptômes des autres pathologies, et notamment de l'endométriose. C'est pour ça que du coup l'endométriose peut être beaucoup plus douloureuse pour des personnes qui ont bouche sèche et gorge sèche,
Donc, ce qu'on fera en séance, c'est d'abord déverrouiller les canaux collecteurs du rein, déprogrammer cette rétention d'eau avant de passer à l'endométriose. As-tu des cas où le simple fait de conscientiser suffit à arrêter le processus ou faut-il d'une façon ou d'une autre faire un exercice pour couper les liens? Alors en fait, moi j'ai pas eu, j'ai pas eu, par rapport à l'endométriose, non. Par rapport à d'autres pathologies, oui. La personne, je l'amène ok, relater les faits, qu'est-ce que tu as ressenti, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, la personne, il y a un moment, elle va dire, mais bah oui, mais là, c'est vrai que j'étais dans cet état émotionnel-là. Elle y pensait même plus. Elle s'en souvenait même plus que, en effet, c'était vraiment quelque chose de très, très important pour elle. Et c'est là où, en fait, c'était ce ressenti émotionnel. Donc, ça peut être un très, très gros stress, une très grosse colère, une très, très grosse contrariété, en fait. Elle n'y pensait même plus. Alors, c'est ce qu'on appelle la maxi-mini-schizophrénie. Vous avez des vidéos alors, c'est des audios qui sont sur YouTube de Claude Sabat. Ça dure entre une demi-heure et trois quarts d'heure. Vous en avez une quarantaine sur YouTube. C'est passionnant. Donc, je vous invite vraiment à écouter Claude Sabat, tout ce qu'il peut dire sur le décodage biologique des maladies. Et donc, prise de conscience, oui. Mais généralement, si c'est ce qu'on appelle par rapport à une maxi-mini-schizophrénie, en fait, c'est que c'est l'inconscient qui fait exprès d'occulter le ressenti émotionnel parce que c'est trop violent pour lui. Il n'a pas envie que ça revienne consciemment à la personne. Donc, en fait, on cache la partie, puis surtout, je ne veux pas voir quoi. Donc, c'est pour ça qu'il faut se faire accompagner par un thérapeute. Et même un thérapeute, lui-même, aura du mal à s'auto-guérir de pathologie. Je ne dis pas que c'est impossible, mais il aura du mal à s'auto-guérir parce que si son inconscient ne veut pas déverrouiller ce qui bloque, bah, il faut consulter un autre collègue thérapeute. Donc malgré le diagnostic, de plus en plus de femmes ont l'endométriose. En plus du transgénérationnel individuel, pensez-vous qu'il y ait des mémoires communes aux femmes à un moment de l'histoire, ancienne ou récente, comme les guerres? À mon avis, oui. Excellente question, Gwenel. Voilà, c'est excellente question parce qu'il ne faut pas se fermer à ce qu'on sait. Au contraire, il faut s'ouvrir à tout ce qu'on ne sait pas. Il y a une citation, c'est Socrate qui a dit, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Voilà. En fait, c'est comme s'il y avait une sorte d'égrégore. Donc on parle plus de clan, mais par rapport à ta réflexion, moi, je ne mettrais absolument pas du tout ça de côté. En effet, on peut en tenir compte pour se dire, OK, est-ce qu'il n'y a pas un égrégore féminin? Donc ça peut être dans un clan, ça peut être dans une ville, ça peut être dans un village, par exemple, où en effet, toutes les femmes portent la même information, même si ce n'est pas elles, même si ce n'est pas forcément leurs ancêtres, qui ont vécu, qui ont subi tel traumatisme. Excellente question. J'adore. Ouais, lorsque plusieurs membres de notre famille sont touchés par la maladie, est-ce que cela peut provenir de... Ouais, tout à fait. Tout à fait, en fait, c'est vraiment des loyautés. Alors ce soir, j'ai pas parlé des prénoms, mais en fait, imaginons une femme s'appelle Céline, sa mère s'appelait Céline aussi, sa grand-mère avait un prénom Céline et l'arrière-grand-mère avait un prénom aussi qui était avec Céline, mais l'arrière-grand-mère, elle a vécu un traumatisme. Bah là, c'est plus au niveau de la transmission à travers les générations de personne en personne, quoi. Mais ouais, quand il y a plusieurs personnes, il n'y a pas de hasard, hein, surtout pour une même pathologie généralement. Et puis si en plus ça touche que les femmes ou que les hommes, bon bah là il y a quelque chose à résoudre dans le clan. On va parler de clan, hein, vraiment clan familial. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous de m'avoir regardé. N'hésitez pas à partager la vidéo. Donc comme je vous le disais au début, il y a tous mes autres Facebook Live qui sont sur ma page Facebook Grégory Pelletier, thérapeute. Merci à toutes, merci à tous. Une excellente soirée et puis j'espère à très bientôt. Au revoir.